ce qu'on appelle un gaz parfait. Il existe plusieurs équations d'état, un gaz réel, la plus usuelle, ce qu'on appelle l'équation de Van der Waals. L'équation de Van der Waals, c'est l'équation de gaz parfait qui est corrigée en fait. PV égale à NRT ne traduit plus le cas réel, il va falloir la corriger. Il va falloir faire apporter ici un terme, vous voyez, lorsqu'on tend P vers l'infini, le volume, il tend vers NB, il tend plus vers 0. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un covolume. Donc, il va falloir retrancher ce terme-là pour que l'équation soit correcte. Il faudra aussi faire intervenir ce terme-là, et ce terme traduit la pression due au choc entre les particules dans mes pressions internes. Voilà. C'est l'équation de Van der Waals. Bien sûr, si on apporte nos approximations qui sont dans le gaz parfait, qui sont pression interne égale à 0, ça veut dire A égale à 0, volume très proche de 0, puisque les particules ont l'espace ponctuel, donc aussi B égale à 0, donc on retrouve bien sûr l'équation du gaz parfait. D'accord? Dans l'étude de ces systèmes thermodynamiques, que ce soit un gaz parfait ou gaz réel, on utilise souvent ce qu'on appelle les diagrammes d'Amalga et le diagramme de Clapeyron. Donc, et ça nous permet ici, si vous voulez, de comparer le comportement d'un gaz réel par rapport à celui d'un gaz parfait. Si je regarde ici le figure l'Oulanaïa, qui traduit le diagramme d'Amalga, c'est le tracé P fois V en fonction de P. Si on prend l'équation d'un gaz parfait, bien sûr, ça va être, vous voyez, cette droite en rouge pour un gaz parfait, ok, puisque PV égale à nRT. Et pour un gaz réel, ces courbes s'écartent. Bien sûr, ce sont des courbes expérimentaux. Ce sont des isothermes expérimentaux d'un gaz réel dans le diagramme d'Amaga. D'accord? Donc, si la pression est faible, vous voyez, si on tend la pression vers 0, les courbes se regroupent et convergent vers un seul point qui est R fois T. Ça veut dire que tous les gaz réels tendent vers, on peut les considérer comme étant parfaits, si la pression tend vers 0 ou bien sûr si le volume tend vers l'infini. D'accord? Pour les pressions élevées, bien sûr, on s'écarte. Les gaz réels s'écartent du gaz parfait. Diagramme de Clapeyron, on l'utilise beaucoup plus que le diagramme d'Amaga. C'est P en fonction de V, qui est un exemple que je trace ici. Ici, les courbes en noir sont les isothermes, c'est-à-dire, c'est des courbes pour une température donnée, 50 degrés, 40 degrés, 31, et après, vous voyez, ce sont des courbes qui présentent des paliers, d'accord? Et là, c'est un exemple de réseau d'isothermes de CO2, d'accord? Pour un gaz parfait, les isothermes sont des hyperboles, parce que si on trace P en fonction de V, on va tracer P égale à nRT sur V. Ce qu'on pourrait remarquer ici, dans ces isothermes aussi, c'est le comportement ici. Vous voyez? L'allure de ces isothermes, c'est une allure verticale pour les pressions élevées. De sorte que le volume... Oui, Akram. La discontinuité de la courbe. Ici, non. C'est une courbe qui présente un palier. Ce n'est pas discontinu. C'est tracé. Verticale. Et puis, elle va passer par un palier, puis elle va descendre à nouveau. C'est bon. D'accord? Pour 130 degrés, kiff, elle descend avec une allure verticale. Elle passe par un palier, et puis elle descend à nouveau. Chaque courbe noire, c'est un isotherme. D'accord? Ce n'est une hyperbole, vous voyez, que pour des températures, vous voyez, on est à 50 degrés.
C'est-à-dire, ce comportement-là, si on est à 50 degrés, le gaz en question, qui est le CO2 ici, peut être considéré comme un gaz parfait, puisque l'allure de l'isotherme, c'est a priori, vous voyez, hyperbole. Sinon, le comportement, on ne peut pas dire que c'est un gaz parfait. D'accord? Le fait que ce soit des courbes ou des droites, on va dire, pour les pressions élevées, ça veut dire que le volume ne change pas. D'accord? Le volume ne change pas, c'est ce qu'on appelle des corps incompressibles. Et finalement, dans le cas du CO2, si on est ici, dans cette zone-là, le CO2 est dans un état liquide. D'accord? C'est pour cela, la pression augmente et le volume reste constant. D'accord? C'est ce qu'on appelle des corps incompressibles. C'est ce qu'on verra tout de suite après. On reprendra ce genre de courbe في le cours. Madame, Oui. معناها كيف تبدا température élevée يولي عندنا gaz parfait. Pour CO2, hein. أي Bien, معناها كل gaz, voilà, si on parle du passage liquide-vapeur, مثلا. كل matériau qui peut être dans un liquide et peut passer dans un état vapeur, on peut lui tracer son diagramme de Clapeyron. Ce sont des courbes expérimentaux, d'accord, pour un matériau donné, ces caractéristiques d'un matériau donné. معناها كل molécule ولا كل معناتها matériau, CO2 مثلا CO2 شفتوني ولا عنده si on prend du gaz CO2 et on commence à changer on fixe la température par exemple, ok, et on change le volume et on mesure la pression. Autrement, on change la pression, vous voyez, et on trace ces courbes. C'est ce qu'on appelle des isothermes de Clapeyron. Ouais. Nous allons remarquer que si on est à cette température maintenant de 21,5 degrés, ben, on passe par des paliers, c'est-à-dire le volume change et la pression reste la même jusqu'à cette valeur-là. Et puis, ça descend à nouveau. D'accord? أي madame, c'est bon. Oui. Bien. La grandeur importante ici, bien sûr, dans l'étude des systèmes thermodynamiques, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne. L'énergie interne, par définition, c'est l'énergie mécanique moyenne. Donc, quand je dis énergie mécanique, c'est-à-dire c'est la somme énergie cinétique plus énergie potentielle. C'est en valeur moyenne. Ok? L'énergie interne, c'est une fonction d'état. C'est-à-dire une fonction d'état. C'est-à-dire qu'elle ne dépend que de l'énergie de l'état final et de l'énergie de l'état initial. C'est une grandeur extensive aussi. Ça veut dire si on regroupe deux systèmes, un système sigma 1 et un système sigma 2, l'énergie interne du système qui est la réunion des deux, c'est U sigma 1 plus U sigma 2. Et dans ce cadre, on peut aussi, pour cette grandeur qu'on appelle énergie interne, on peut définir ce qu'on appelle énergie interne molaire ou énergie interne massique. En général, en thermodynamique, on rapporte en général nos grandeurs par unité de masse ou unité de matière. Donc on utilise souvent des grandeurs molaires ou des grandeurs massiques. Donc UM, vous voyez ici, c'est joule mol moins 1. Même si la notation peut changer ici, si l'unité c'est joule mol moins 1, ça veut dire que c'est molaire. Joule kilogramme moins 1, ça veut dire que ce sont des grandeurs massiques. Madame M هذيك مش Hmm? U sur M ولا La M, oui, merci. Bien sûr, c'est U sur M, encore une erreur. Là, c'est U sur N. Là, j'ai fait copier-coller sans corriger, merci. Donc, bien sûr, c'est U sur la masse ici, d'accord? Je vais le rectifier aussi, même dans le cours, c'est U sur M. Il y a une grandeur qu'on peut définir à travers l'énergie. احنا في الشيمي قرينا الانرجي هي l'enthalpie plus travail. Avec le premier principe, oui. صحيت إبراهيم، هذاك le premier principe. Attends, je vais اما الانرجي interne هي الانرجي interne.
Voilà. Oui, la variation de l'énergie interne liée au travail et chaleur. Oui, bien Ouais. sûr. أما variation C'est bien une forme d'énergie. لحظة هذه l'énergie interne والأخرى الفارياسيون معناها دلتا Oui, c'est une énergie, oui, c'est une variation de la même grandeur qui est énergie interne. Le fait de l'écrire somme de l'énergie cinétique plus énergie potentielle, c'est aussi égal travail et chaleur. Euh, C'est c'est- c'est correct aussi. On reviendra dans l'écriture du premier principe. D'accord? Donc, une grandeur qu'on définit à travers cette énergie interne, c'est ce qu'on appelle capacité calorifique à volume constant. L'I est définie comme étant d de U sur dt à volume constant. Là aussi, on peut parler de capacité calorifique molaire, donc on a juste à diviser par le nombre de moles, et capacité calorifique massique, on divise par la masse. D'accord? Bien. كالعادة نرجع للكا particulier هوني اللي هو le gaz parfait monoatomique. نرجعوا نقولوا ونذكروا le gaz parfait c'est des particules ponctuelles sans interaction. Si ce sont des particules sans interaction, ça veut dire que le terme énergie potentielle, on va le mettre égal à 0. Ce sont des particules qui se déplacent dans l'enceinte de façon aléatoire. Donc, toutes les directions des différentes particules dans cet espace sont équiprobables et les vitesses peuvent prendre 6 valeurs possibles. Et dans ce cadre, on définit ce qu'on appelle vitesse quadratique moyenne, qui est définie comme étant ce qu'on note U, et elle est définie comme étant la racine carrée de la valeur moyenne de la vitesse au carré. D'accord? Donc, U au carré, c'est V au carré en valeur moyenne, Vx au carré, Vy carré plus Vz au carré. Comme on est dans un cas où les déplacements sont équiprobables, ça veut dire que la valeur moyenne du déplacement suivant Z ou suivant Y ou suivant X, encore une erreur, ici, là c'est X, d'accord? C'est U au carré sur 3. D'accord? Donc, la valeur moyenne de l'énergie cinétique, c'est égal à la valeur moyenne de l'énergie cinétique suivant la direction X, plus la valeur moyenne de l'énergie cinétique dans la direction Y, plus celle dans la direction Z. D'accord? Et ici, normalement, je devrais écrire 1 demi U au carré pour chacune des valeurs moyennes, n'est-ce pas? 1 demi U au carré, donc 3 fois 1 demi U au carré. Et là, à ce niveau-là, on admet ce qu'on appelle le théorème d'équipartition. Ce théorème dit que 1 demi E carré ou le terme quadratique de la vitesse, c'est-à-dire U au carré, est égal à 1 demi constante Boltzmann fois T. Donc la valeur moyenne de l'énergie cinétique d'un gaz parfait, d'une particule dans un gaz parfait, une seule, c'est 1 demi constante Boltzmann fois T multiplié fois 3. D'accord? Donc c'est l'énergie interne du coup de tout ce gaz parfait formé par n particules, c'est n fois l'énergie cinétique d'une seule particule, donc n fois 3 constantes Boltzmann fois T sur 2. On pourrait l'écrire en fonction de la constante des gaz parfaits R, en utilisant le fait que R n'est rien d'autre que le nombre d'Avogadro fois la constante de Boltzmann. Ce qu'il va falloir retenir, il est très important dans le cas de gaz parfait, c'est que cette énergie interne, comme vous le voyez ici, c'est une énergie qui ne dépend que de la température. La capacité calorifique, elle, si on dérive par d de U sur dt à volume constant, c'est 3 demi nr, bien sûr, c'est une constante. Et là, on arrive à la première loi de Joule qui nous permet d'écrire la variation de l'énergie interne d'un gaz parfait au cours d'une transformation dont l'état initial est défini par la température Ti et l'état final est défini par la température Tf. Donc, c'est l'intégrale Cv dt. Bien sûr, on peut sortir Cv de l'intégrale et ça fait Cv, température finale, moins température initiale. D'accord? هذا بالنسبة للغاز parfait monoatomique. بالنسبة للCV هذه, la capacité calorifique. On peut aussi écrire la capacité calorifique molaire en divisant par N.
ça fait 3 sur 2R. Et on peut l'écrire en massique aussi, bien sûr, en divisant par la masse. Et ça nous donne 3R sur 2 fois la masse molaire. Madame, ça marche. Oui, Sparte un système isotrope U de point vitesse quadratique moyenne. oui, Et quelle oui. vitesse تاع الparticule واحدة؟ C'est la vitesse quadratique d'une seule particule, oui. Quelle particule a la possibilité de partir suivant X, suivant Y, suivant Z. Quelle particule, tu vois ici, l'énergie cinétique I. Ça concerne une particule, c'est 1 demi M U carré. واضح madame. كل واحدة منهم. Donc, comme on a N et ils sont identiques, et c'est-à-dire كلهم عندهم نفس الموفمون, نفس الفيتيس, كي بعضهم الكل. Donc, عندهم نفس l'énergie cinétique. كيف بعضهم كيف gaz parfait ولا؟ Bien sûr, là, on est dans le cadre du gaz parfait. أي. Bien sûr. Phase condensée incompressible. Deuxième cas particulier. Phase condensée incompressible, هو الphase solide ou le phase liquide. D'accord? Je m'en ai à phase condensée incompressible d'abord. C'est une phase dont le volume molaire reste constant. D'accord? Et on peut parler de volume molaire, VM, volume. Donc l'énergie interne peut prendre a priori des valeurs qui dépendent de la température, mais là, dans le cas de la phase condensée incompressible, on admet que la variation de la pression est sans influence, non seulement sur le volume, mais aussi sur les grandeurs qui caractérisent le système thermodynamique, parmi lesquelles son énergie interne. Donc, l'énergie interne d'une phase condensée incompressible est indépendante de la pression. D'accord? La capacité calorifique molaire, du coup, si je dis qu'elle ne dépend pas, que le volume est une constante et que la variation de la pression est sans influence, ça veut dire que finalement, dans les variables d'état d'un système de phase condensée incompressible, disons, pression, température et volume, si le volume reste quasiment le même, la pression est sans influence, finalement, l'énergie interne ne dépend que de la température. D'accord? Donc là aussi, dans le cas de la phase condensée incompressible, U ne dépend que de T. La capacité calorifique, ici, c'est D de U sur dt, elle garde toujours la même définition. Et là, je donne 2 exemples. Pour l'eau, par exemple. Madame, نحن في الgaz parfait مازلنا ولا؟ On est dans la phase condensée incompressible. Ça y est, fini. ما ينجمش. Oui, c'est bon. D'accord? C'est le cas solide ou liquide. D'accord? Donc, là, j'ai donné 2 exemples de la capacité calorifique molaire ou alamassique de l'eau. Et l'eau est considérée comme étant l'eau présente une capacité calorifique élevée. Concernant les solides, c'est à peu près 3 fois R ou une valeur approximative qui est la même pour tous les corps solides, 25 10 à la puissance 3 joule Kelvin moins 1, moins le moins 1. Alors, on est en train d'étudier un corps, une phase condensée incompressible, directement, il faut que là, directement, l'énergie interne ne dépend que de la température. Et si on va écrire la variation de l'énergie interne entre 2 températures, l'énergie interne ne dépend que de l'état initial, de l'état final. Donc, on va intégrer de la même façon que tout à l'heure, puisque là, c'est une constante, la capacité calorifique à volume constant. On utilise bien sûr la définition de la capacité calorifique à volume constant. Donc, on trouve CV, température finale moins température initiale. Bien. Troisième cas particulier, ici, c'est le cas d'un corps diphasé en équilibre. D'accord? Un corps diphasé, ça veut dire qu'on a ici un système où on a des changements de phase. Tu verras qu'il y a un système donné peut être dans un système thermodynamique, solide, liquide ou gaz. Donc, on peut avoir des changements de phase, fusion, vaporisation, solidification, ainsi de suite. Les changements de phase que vous connaissez.
Pour décrire les changements de phase, on utilise souvent ce qu'on appelle le diagramme pression en fonction de la température, celui-là. Et là, lorsqu'on regarde ce diagramme, on va avoir à identifier d'abord des zones. On identifie ici la phase solide, liquide et gaz, séparées par ces courbes, ces traits. Voyez? Ces courbes, en fait, c'est la frontière entre les deux phases. D'accord? Donc, si on voudrait avoir du dioxyde de carbone dans un état gazeux, il va falloir prendre un point dans ce domaine, c'est-à-dire choisir une température. Celle-ci, par exemple, je ne sais pas, je fais n'importe quoi, une température de 30 degrés, par exemple. Et là, il lui faut appliquer une pression, ici, de valeur 5 bar ou 1, pour avoir le CO2 dans un état gazeux. Pour avoir le CO2 dans un état liquide, il faut se placer ici, solide, de ce côté-là. Mais pour avoir un changement de phase, c'est-à-dire un équilibre entre les deux phases, il faudra prendre des valeurs de température et de pression qui appartiennent à cette courbe. D'accord? Donc, غاز ولا ليكيد مثلا fait, كنلقاو غاز ولا ليكيد ولا مخلط sur la courbe, sur cette courbe, on a les deux phases. غاز وليكيد معناها Oui, les deux. Sur cette courbe-là, c'est-à-dire si on prend un point, une enceinte, CO2, et je voudrais avoir le CO2 dans son état solide. Dit le CO2 dans un état, par exemple, liquide ou gaz, je peux me mettre là, d'accord? Et j'ai un CO2 dans un état gazeux et je voudrais avoir directement l'état solide. Il me faut descendre à une température de moins 78,5 degrés et appliquer une pression de 1 bar. Et là, je vais commencer à voir le changement de phase. D'accord? Donc, ce sont des courbes qu'on appelle les courbes de changement de phase. Donc, si on a un corps qui est en équilibre, ce qu'on appelle un équilibre de diffusion, les deux, gaz et liquide, gaz et solide. Si on a les deux, obligatoirement, la valeur de la pression qu'on est en train d'appliquer, c'est une courbe qui est ces courbes-là, l'une des courbes. Donc, c'est le tracé, c'est P12 qu'on appelle, en fonction de la température. D'accord? Oui, madame. Donc, si on choisit une température, si on est à l'équilibre de diffusion, si on est à une température donnée, on en déduit la pression. Madame, il y a un point particulier, madame. Oui, il y en a deux points particuliers. Non, Oui, نحكي على TR. oui, c'est l'un des points particuliers. C'est ce qu'on appelle un point triple. معناها في ثلاثة معناها. Oui. Donc, un point triple, je m'en ai un point triple. C'est un point où les trois phases coexistent à l'équilibre. C'est-à-dire qu'ils sont là les trois. D'accord? Et même, c'est-à-dire, et bien sûr, c'est un point, ici, le point triple, il est caractéristique pour chaque matériau. Le point triple, il est à cette valeur-là pour le CO2. D'accord? Il est caractéristique d'un corps pur. D'accord? ديما موجودين مدام les deux points. En général, pour n'importe quel, pour l'eau aussi, كان موجود أنا حطيتوني CO2 أما في الكور اللي بعثته لكم عندكم الدياغرام de phase de l'eau. يعني تجبدوا الكور نتاعكم تلقاو diagramme de phase de l'eau et on a le point triple pour l'eau. D'accord? Oui. D'accord. Enfin, le point C, c'est en général pour avoir ce point C qu'on appelle le point critique. Et ce point critique, l'état physique du corps a des températures supérieures et des pressions supérieures à celles de ce point critique, est appelé fluide supercritique. C'est un état fluide qui ne peut être qualifié ni de gazeux ni de liquide. C'est ce qu'on appelle un fluide supercritique. D'accord? Voilà. Donc, on est un équilibre de diffusion. Ça dépend
du changement de phase dans lequel on est. Un gaz et liquide, donc sûrement on est là. Si on nous donne l'information sur la température et on dit qu'on a les deux phases, ça veut dire qu'on peut en déduire la pression. Si on a la pression, on en déduit la température. Ce sont deux grandeurs qui sont reliées parce que le changement de phase ne se fait qu'à une température et une pression bien déterminées. Ils sont reliés, les deux grandeurs. D'accord? Une pression d'équilibre à une température T pour les phases 1 et phase 2. Voilà. Donc, on a le point critique, on a le point triple. Bien, le point triple, on a l'égalité entre les pressions de les trois pressions de changement de phase. Ben, les systèmes où on a un changement de phase, on fait appel aussi à ce qu'on appelle les titres massiques ou les titres molaires. Allez, liquide et on va passer à l'état vapeur. Je voudrais à chaque instant déterminer la proportion de la phase vapeur par rapport à celle de la phase liquide. Donc, on introduit ce qu'on appelle les titres. Titre massique ou la titre molaire. Huma kif raho. Shmane alish kif honi. Titre massique, shmane masse de la phase 1 sur la masse de l'ensemble. Masse 1 plus masse 2. Ou la masse de la phase, ou la W2, titre massique de la phase 2, masse 2 sur la masse de l'ensemble. Titre molaire, on va travailler en nombre de moles. Donc, nombre de moles de la phase 1 sur le nombre de moles total. La somme des deux, c'est 1 pour les deux. C'est normal. D'accord? Par contre, pour Kinji, il fait? C'est bon? Kinji أنا هوني مثلا في الأولانية هذه ونقسم على الماس مولير puisque هو un corps pur. Donc la masse molaire est la même qu'on soit dans la phase 1 ou la phase 2. D'accord? Si je divise par la masse molaire, je retrouve X1. M1 sur M, c'est N1. Donc pour un corps pur, ben, W1 c'est X1 et W2 c'est X2. Donc, titre molaire ou à la titre massique, c'est la même chose. D'accord? Bien. Puisque dans l'étude de la phase des corps purs diphasés en équilibre, si on voudrait caractériser ce système, comme tout système thermodynamique, il nous faut donner les variables d'état indépendantes. L'IHOMA, par exemple, température, quantité de matière et titre massique de la phase 2. En général, qui donne des changements de phase, d'immanité au titre massique de la phase qu'on va obtenir. C'est-à-dire après, si on a une transformation, si on passe de la phase gaz à la phase liquide, on détermine X liquide. Bien sûr, on peut en déduire après X1. X2 n'est rien d'autre que 1 moins X1. D'accord? C'est relié. Okay? Donc, il nous faut donner la température, il nous faut donner la quantité de matière, que ce soit masse ou nombre de moles, et X2, il y a un titre massique ou la molaire de la phase 2. Bien sûr, si on a l'information sur la température, quantité de matière et titre massique, on peut en déduire la pression. Comment on en déduit la pression? Puisqu'on a un diagramme de pression en fonction de la température. Et si on a un changement de phase, donc sûrement on est sur une courbe P12 de ce diagramme. Okay? Donc, si on a la température, on fixe notre température et on en déduit la pression. OK? Et on peut aussi déterminer les masses de chacune des phases. M2 n'est rien d'autre que X2 fois M. M, c'est M1 plus M2, c'est la masse totale de mon système thermodynamique. Et bien M1, puisque X1, c'est 1 moins X2, donc M1, c'est 1 moins X2 fois M. On peut aussi déterminer les volumes de chacune des phases. M1, par exemple, le volume de la phase 1, c'est M1 fois V1 parce que ce que je note ici, V1, c'est le volume massique. D'accord? Ici, c'est un volume massique.
Si j'ai une masse M1, donc M1 fois V1, c'est le volume de toute la phase 1. Donc, on remplace M1 par 1 moins X2 fois M, fois V1. Et V2, de la même façon. V2, c'est M2 fois V2. Ce que je note ici, V2, c'est le volume massique de la phase 2. Donc, on remplace M2 fois X2 fois M fois V2. Donc, on a ici le volume de chacune des phases. Et finalement, on peut en déduire bien le volume de tout le système V, et V1 plus V2. D'accord? Le volume massique global, on n'a qu'à diviser par M et on élimine M de cette expression-là. Et on peut parler de ce qu'on appelle volume massique de tout le système. Madame, بلي تعرف pression Pardon? pression P est égal à P1 moins شنو هي؟ هذه P12. Je m'en ai à P12. Je m'en ai à P12. Ça veut dire, أنا جا لي قبل. peut-être ما فهمتنيش هوني. شفت هوني؟ هذه اللي أنا عملتها بالأورانجي. droite هذه. أي. C'est le tracé de la pression à la en fonction de la température T. C'est la pression du changement de phase entre liquide, solide. Ce que j'appelle 1, مثلا هوني هو liquide, 2 هو solide. فهمتني؟ 1, 2, ça veut dire phase 1 et phase 2. C'est la pression de changement de phase entre la phase 1, مثلا solide, phase 2, liquide, phase, فهمت؟ Deux phases. D'accord? Oui, ça marche. Et si on a un équilibre entre les deux phases, bah la pression, le tracé de la pression en fonction de la température, cette droite-là. Donc, si on a la valeur de la température, on a la pression et on est dans un système où on a les deux phases, sûrement et automatiquement, la valeur de la pression, notre lahoni, on aime chez l'accéder à la pression. Parce que la pression de changement de phase, c'est cette courbe-là. C'est la frontière entre les deux domaines. واضح. نكملوا. Voilà comment on détermine les variables d'état d'un système, d'un corpus diphasé. Donc, il nous faut la température, la pression, il y a P12 sûrement. Si on connaît la pression, on déduit la température inversement, Z. D'accord? Si on a les deux phases. Et il nous faut aussi, bien sûr, déterminer le titre massique en général de la phase 2. Et après, on peut en déduire tout le reste. Les masses des deux phases, les volumes de chacune des phases, le volume du système, si on arrive à déterminer la proportion de l'une des phases. Ici, un exemple qui est le cas liquide-gaz. Voilà les parties de la courbe اللي فاتت. Voyez, طريف منها. عندنا هوني la phase gaz ou la vapeur en général on l'appelle ici. Ici la phase liquide. وهذه le tracé de la courbe P12. هوني سميوها dans le cas où on a un changement de vapeur, un changement de phase liquide-gaz ou la liquide-vapeur, نسميوها pression de saturation. D'accord? Le cas هذا نسميوها P saturation. En fonction de la température. Ok? Ouais. ونسميوها زادة pression de vapeur saturante. Donc, on a une pression inférieure. D'abord, on est à une température T, bien sûr. Là, on fixe la température. Et si on a une pression inférieure à la pression de saturation, bah, le système il est dans un état vapeur. C'est ce qu'on appelle vapeur sèche. D'accord? On est dans ce domaine, là, en bas. Si on a une pression égale à la pression de saturation, ici, le système présente à la fois l'état liquide et l'état vapeur. Donc, c'est un système où on a les deux phases. Si on a une pression supérieure à la pression de saturation, le système à l'équilibre ne contient que du liquide. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça dépend de la valeur de la pression appliquée. Diagramme de Clapeyron, dans le cas d'un système encore liquide-gaz.
Là, c'est un diagramme de Clapeyron classique, d'accord, d'un système diphasé liquide-vapeur. En général, on a toujours cette forme-là. Donc, كل courbe طبيعة كما حكينا قبيليكا, chacune de ces courbes, c'est un isotherme. D'accord? Donc là, c'est une température T'. Là, c'est une température TC. Pourquoi on l'appelait ici TC? Parce qu'on est au point critique C. D'accord, le point critique de tout à l'heure, ben, il est là. C'est le sommet de cette courbe qu'on appelle courbe de saturation. J'ai expliqué la courbe de saturation, en fait, le diagramme de Clapeyron, c'est un diagramme expérimental. عبارة أنت تاخذ مثلا كما عملنا قبيليك CO2, on change fait une enceinte par exemple avec une pression mobile, on va avoir par exemple à diminuer le volume et à mesurer la pression. On prend point par point et puis on trace les courbes. Bien, si on va fixer la température, imaginez qu'on est en température T', finalement en mesurant P et V, on va tracer cette courbe-là. Et ainsi de suite, on va modifier les températures et tracer les différentes courbes. Les extrémités, ici, il se trouve que si on est à des températures inférieures à TC, ces isothermes présentent des paliers, ce qu'on appelle les paliers de changement de phase, pour toutes les températures inférieures à TC. Si on prend les extrémités de ces paliers, on peut faire passer cette courbe-là. Cette courbe, on l'appelle courbe de saturation. C'est les extrémités des paliers pour les différentes températures inférieures à TC. La courbe est avec une pente croissante, c'est ce qu'on appelle courbe d'ébullition. La courbe décroissante ici, c'est ce qu'on appelle courbe de Rosé. L'ensemble des deux, courbe d'ébullition et courbe de Rosé, c'est ce qu'on appelle courbe de saturation. Voilà. Et imaginez qu'on a un système donné qui a un volume V. Donc si on a un volume V, on est là. Notre système est décrit par ce point M dans le diagramme de Clapeyron. Et on voudrait déterminer les caractéristiques, les variables d'état de ce système thermodynamique, qui sont température, pression, volume on l'a, puisqu'on quand même il va falloir fixer quelque chose quand même, et surtout, puisqu'on est dans un système diphasé, il va falloir déterminer le titre massique de l'une des phases. Par exemple, si on a un changement de l'état liquide à l'état vapeur, on va déterminer XV, voilà, XG, c'est-à-dire le titre massique ou molaire de la phase vapeur. D'accord? Donc à partir de cette courbe, je vais vous montrer qu'on peut déterminer l'ensemble des variables d'état. Déjà, quand on fixe ici V, on va monter sur cette courbe-là. D'abord, il va falloir fixer V et fixer la température aussi, parce que pour une même valeur V, on peut avoir plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs isothermes ici qu'on peut avoir à tracer. Pour le même volume V, on pourra rencontrer plusieurs isothermes. Donc, il va falloir aussi fixer la température. Si on est à cette température T et on est à ce volume V, donc le système est décrit par ce point M. On pourra déjà en déduire la pression du système thermodynamique, qui est la pression de saturation à cette température. Elle passe par un palier et elle monte à nouveau. Donc, si on est à cette température-là et on a un système diphasé, on est sûrement à une pression constante qui est égale à la pression de saturation à cette température. On voudrait déterminer maintenant les titres massiques de chacune des phases, ou le titre molaire de chacune des phases, en ce point M. D'abord, si le point M est en A, ici, quel est l'état de mon système? De quoi il est formé mon système thermodynamique? Si on est en A, ben, majoritairement, vous êtes d'accord qu'on est dans un état liquide. Donc la quantité de la... Chouïa. Si on est en A, on est au début du palier de changement de phase. Regardez, là on est dans un état liquide. Liquide, liquide, liquide. D'accord? Lorsqu'on arrive ici, on commence à
passer à avoir quelques gouttes de vapeur. On continue. Madame, bin VL, V, femme liquide plus gaz. Oui, liquide plus gaz. Mais lorsqu'on est dans l'extrémité ici, la A, c'est l'extrémité, n'est-ce pas? C'est l'extrémité du palier. Donc, on est majoritairement liquide. D'accord? On dit qu'on est dans un état liquide saturant seul. C'est-à-dire la quantité de la phase vapeur est très très petite, proche de zéro. Donc, si on parle en titre molaire, en X, XL c'est à peu près 1 et XG c'est 0. Voilà. Si on est, le volume. Le volume ici, VL, et si on est en grandeur massique, le volume VL, c'est le volume de la phase du liquide, de tout le système. Il y a le liquide, majoritairement liquide, qu'on peut lire directement sur cette courbe-là, sur ce diagramme-là. D'accord? Si on passe de l'autre côté, si on est au point B, d'accord? On est dans l'autre extrémité du palier. Dans cette autre extrémité du palier, ben, il se trouve que là, on commence à avoir de la vapeur, ainsi de suite. La proportion de la phase vapeur augmente, celle du liquide diminue. Et là, quand on est au point B, on n'a pratiquement plus de liquide et tout s'est transformé en phase vapeur. Donc ici, c'est l'inverse. X liquide, c'est à peu près, on va dire, 0, et X vapeur égale 1. Dans ce point particulier, dans cette extrémité-là, on dit qu'on est dans un état de vapeur saturante seule. Qu'on peut lire ici, vous voyez, le volume sur cet axe-là. D'accord? Donc ça, c'est le volume au point B, c'est le volume de la vapeur saturante seule. OK? Le volume de tout le système, c'est V. Si on parle en volume massique, on peut l'écrire comme étant ML fois VL plus MG fois VG. Là, c'est le volume de mon système thermodynamique qui est décrit dans ce diagramme par le point M. D'accord? Au point M, on est au milieu du palier, on est à l'intérieur du palier de changement de phase. C'est-à-dire qu'on a une partie vapeur et une partie liquide. C'est un mélange des deux. Donc, on a un volume liquide qu'on peut l'écrire comme étant ML fois VL avec VL, volume massique, et MG fois VG. On peut ici faire apparaître ce qu'on appelle les titres massiques. D'accord? Donc, c'est M fois XL, M fois XG. On peut aussi, le V, on peut l'écrire, le volume total, on peut aussi l'écrire M fois V et parler uniquement en massique, en grandeur massique. Donc V, c'est XL fois VL plus XG fois VG. D'accord? Donc dans un volume, dans mon système ramené à une unité de masse, V égale XL VL plus XG fois VG. XL, on peut la remplacer en fonction de XG. C'est 1 moins XG. Et là, si on fixe notre inconnu, c'est qui est le titre massique de la phase vapeur, on peut écrire XG en fonction de V, de VL et de VG, qui sont trois valeurs qu'on peut les déterminer à partir de ce diagramme. VL n'est rien d'autre que le volume ici. D'accord? VG, c'est le volume au point B. D'accord? Oui. Et ainsi, on en déduit XG. XG, c'est V moins VL sur VG moins VL. بالطبيعة هذيا أنا كتبت بارتي هذه كتبتها كيف خديت الستار هذيا j'ai écrit XG égale, tout simplement. Et on obtient XG égale V moins VL sur VG moins VL. Et ici, finalement, vous voyez, c'est AM sur
A, B. Et on en déduit après XL, il y a 1 moins XG. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour étudier les systèmes diphasés en équilibre. Les systèmes diphasés en équilibre, en général, on va avoir à les traiter de cette façon-là. D'accord? Et d'ailleurs, هو الشابتر الأولاني là. ما وقتاش نعرفوا نستعملوا الدياغرام دو كلابيرون les diagrammes الآخرين. D'Amaga, ça dépend de la question. En général, dans les changements de phase, on utilise le diagramme de Clapeyron. Mais ça dépend. De toute façon, ça dépend de la question. Ça dépend. Mais en général, on utilise le diagramme P et T et le diagramme de Clapeyron. En général. D'accord? Donc, disons, l'essentiel, vraiment l'essentiel. Le cours, mais là, c'est l'essentiel de ce chapitre. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Ou c'est clair? Non, c'est bon. Bien. Donc, le chapitre Limbad, le premier principe et le second principe de la thermodynamique. أطول شوية من هذايا. Donc, je n'ai pas encore réussi à faire un résumé qui m'a hacké. Mais je vais vous redouer peut-être comme le chapitre Limbad. Et puis le premier, le deuxième principe. Et on va avoir à passer par les trois cas particuliers. Le gaz parfait monoatomique, la phase condensée incompressible et le système diphasé. Et surtout, le système diphasé, on va avoir à l'utiliser dans les applications, dans les machines réelles. Donc, il y a le troisième chapitre. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc, j'imagine le chapitre Limbad, qui est le premier et le second principe, je ne sais pas si nous نخدموه في ساعتين. هذايا هو في ساعة pratiquement كملنا. Peut-être, si ça va nous prendre 2 heures ou plus, on verra. Si on dépasse les 2 heures, on fera 2 réunions. C'est pas la peine qu'on dépasse 1h30, on va dire. Surtout Ramadan ou quoi. Donc, si on نحضروا وكان عدينا ساعة ونص, on arrête et on reprend après 2 jours pour qu'on puisse terminer نخليو الجمعة الأخرى نتاع رمضان هكا ما نعملوا حتى شيء. نحاولوا بين الجمعة الجاية والجمعة اللي من بعد هكا. نعمل le premier principe في séance ou deuxième principe في séance. En général